Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour faux. Pour plusieurs tours. Et oui, grâce à Britain's Got Talent, on a eu droit à plein de tours. J'en ai sélectionné quelques-uns entre 2020 et 2022. On commence avec The Bitch. The Witch. Deux tours qui sont surtout intéressants pour l'ambiance et les personnages. On ne va parler que du premier, mais le deuxième est très cool aussi, donc j'ai mis les liens des deux dans la description. Comme d'habitude, je vais faire un résumé du tour et on va expliquer les techniques, mais il faut vraiment aller voir la vidéo d'origine avant de venir voir cette vidéo. Il y a toute une montée en puissance de la tension dramatique dont on ne peut profiter que si on regarde la vidéo d'origine en entier, et surtout la chute est très intense. Maintenant que ceci est dit, je vais compter jusqu'à 5 pour que vous ayez le temps de mettre cette vidéo en pause, allez voir la vidéo d'origine et revenez ensuite. 1, 2, 3, 4, 5, c'est chiant. Comme vous avez pu le voir, en termes de déroulement, c'est assez simple. La sorcière vient et fait piocher des pommes au juré. Pour Amanda, 2 pommes sont sorties du sac, et c'est Simon qui décide. Et après tout ça, la seule pomme qui n'a pas été mordue est celle qui est pleine d'asticots sa mère. Bien sûr, le tirage de la pomme est forcé. Le sac de la sorcière contient tout un tas de pommes normales et, dans une poche secrète, une fausse pomme pleine de bestioles. Je sais pas exactement quel est le matériau qui constitue cette fausse pomme, mais vu qu'elle éclate juste en la pressant, ça doit être une sorte de matériau constitué de petits morceaux agglomérés façon polystyrène. Bref, seule la sorcière sait comment accéder à cette poche secrète. Soit c'est un système de repli, et effectivement si on ne sait pas déjà où chercher, on peut difficilement tomber dessus par hasard. Soit il y a carrément 2 poches dans le sac, et à un moment donné où on n'est pas focalisé là-dessus, la sorcière ferme la poche 1, ce qui ouvre en même temps la poche 2. Si on est dans ce deuxième cas de figure, la poche 2 doit contenir une vraie pomme en plus de la fausse pomme puisque les deux sont sortis en même temps. Ces 2 pommes sont de toute façon piochées par la sorcière, contrairement aux précédentes qui étaient piochées par les jurés, donc elle contrôle tout sur ce coup-là. C'est la deuxième hypothèse qui est la plus probable, celle avec les 2 poches, parce que dans le deuxième tour de la sorcière, celui de la demi-finale, elle utilise le même sac, sauf que c'est Amanda qui pioche elle-même le papier qui est forcé. Reste le choix de Simon. Entre gauche et droite, il choisit droite. Mais comme le soulève la sorcière elle-même, la droite de qui? C'est ce qu'on appelle un choix à l'équivoque. En gros, le spectateur fait un choix parmi 2, mais chacun des choix peut être interprété des 2 façons possibles, et le magicien prend l'interprétation qui l'arrange. La pomme truquée est là. Donc si Simon choisit gauche, la pomme qui sera croquée est celle qui est à la gauche d'Amanda. Mais si Simon dit droite, la pomme qui sera croquée sera la pomme à la droite de la sorcière cette fois-ci. Donc quel que soit son choix, ce sera toujours la même pomme qui sera croquée. C'est à mon avis le pire exemple de choix à l'équivoque parce que la sorcière est obligée de formuler elle-même explicitement la question « à la droite de qui ?» ce qui met en évidence le forçage. À part ça, il y a le coup de la main qui sort du ventre. À quel moment la main qui tient le bâton est-elle remplacée par une fausse main pour que la vraie puisse sortir du vêtement? Eh bien, jamais. En effet, la main qui tient le bâton est une fausse main depuis le début du tour et elle le reste jusqu'à la fin. Cette main a l'air authentique parce que la sorcière se déplace quand même avec son bâton. Mais si on y réfléchit bien, c'est plutôt le bâton qui est en mouvement. La main est fixe par rapport au bâton. Elle ne glisse jamais, les doigts ne bougent pas. En gros, il faut voir l'ensemble bâton plus main droite comme un seul objet. Cet objet est tenu par la vraie main droite depuis l'intérieur du vêtement et cette vraie main droite met l'ensemble en mouvement pour donner un semblant de démarche normale. Au moment de l'effet final, la sorcière n'est pas en mouvement, donc elle peut lâcher le faux bras quelques secondes pour sortir sa vraie main droite et éclater la pomme. Passons à la demi-finale de Damien O'Brien. Là encore, il vaut mieux regarder la vidéo d'origine parce que mon résumé va être express. Damien commence par demander des infos libres au juré. On a le mot Incredible, l'heure minuit 1, la date du 5 octobre 2003, le Japon, Rowan Atkinson et le message Don't do it. Damien prend un bloc de métal issu de son tour des auditions et le transforme en téléphone portable. Sur le téléphone, on a l'heure minuit 1, la date du 5 octobre, un fond d'écran en rapport avec le Japon et un message de Rowan Atkinson qui dit Don't do it. Damien descend une boîte qui était suspendue au-dessus de la scène depuis le début. Il sort une feuille d'un tube en plastique et sur cette feuille, écrit à la main, on a tous les choix des jurés. Et pour finir, un bloc-notes, lui aussi présent depuis le début, est retourné. Bon, la première partie est assez simple. Quand Damien dit en fait c'est exactement ça. Il y a un assistant en coulisses qui envoie toutes les informations à distance sur le smartphone. Pour la transformation de la plaque de métal en smartphone, c'est une bonne vieille double boîte.
En gros, on a une boîte normale dans laquelle Damien met la plaque en métal. Ensuite, il prend un couvercle, mais ce couvercle est constitué de deux parties. Une de ces parties est une autre boîte, creuse et sans face du dessous, qui s'emboîte sur la première, ce qui donne une apparence de boîte normale avec le vrai smartphone dedans, et ensuite vient le vrai couvercle. Donc Damien ferme avec l'ensemble boîte creuse plus couvercle et ne retire que le couvercle. Bon, ça c'était une mise en bouche. La vraie partie intéressante du tour, c'est l'histoire de la boîte. Comment mettre toutes les infos des jurés sur une feuille de papier, contenue dans un tube en plastique, enfermée dans une boîte, suspendue au-dessus de la scène? C'est une question très longue et surtout très chiante. En voici une bien plus intéressante. Pourquoi utiliser un putain d'escabeau pour récupérer la boîte alors que le câble pourrait descendre à son niveau? En réalité, cet escabeau est la deuxième moitié de la boîte. Je m'explique. Le haut de l'escabeau contient un compartiment caché dans lequel se trouve la prédiction. L'assistant de Damien en coulisses écrit toutes les informations après coup sur une feuille de papier qu'il place ensuite dans l'escabeau. Et après avoir fait la révélation du téléphone, un technicien apporte cet escabeau sur scène. Une fois la boîte descendue, Damien la place de façon très précise sur le dessus de l'escabeau. Effectivement, l'escabeau contient une trappe pour faire sortir la feuille, et la boîte contient aussi une trappe par en dessous, donc il faut que les deux trappes soient alignées. Donc le moment où Damien place le coffre sur l'escabeau doit être un moment particulièrement suspect, et comme par hasard évidemment, il n'est pas filmé, on nous montre à la place les réactions des jurés. Bref, Damien ouvre la boîte par au-dessus, ensuite il ouvre la trappe au fond de la boîte et celle sur le dessus de l'escabeau en même temps pour récupérer la feuille et la sortir de la boîte. À partir de là, on a deux options. Première option, l'escabeau contient juste la feuille et un bouchon en plastique. Et du coup, le coffre contient le tube en plastique et l'autre bouchon. Et au moment de récupérer la feuille, Damien doit d'abord l'enfermer dans le tube et mettre le bouchon, ce qui est possible. Deuxième option, le compartiment de l'escabeau contient la feuille qui est déjà présente dans la boîte en plastique. Sauf que cette boîte n'a pas les bouchons aux extrémités et est complètement écrasée dans l'épaisseur de l'escabeau. Du coup, au moment d'accéder au compartiment de l'escabeau, la boîte en plastique retrouve sa forme de cylindre et Damien doit juste placer les deux bouchons aux extrémités. Ce deuxième cas est plus facile car il requiert moins d'action de la part de Damien et le fait de placer les deux bouchons, ça prend environ une demi-seconde et il le fait en même temps qu'il récupère le cylindre. Dans un même mouvement, il prend les trucs, il fait chpoup et il sort quoi, voilà. Ça prend juste le temps d'un chpoup. Et vu qu'il sort le tube en ayant clairement une main en haut et une main en bas, je pense que c'est effectivement ça. Il peut ainsi révéler la feuille fièrement. Et on arrive au dernier effet, celui du bloc-notes. C'est un gimmick similaire au Lynx Blackboard dont on a déjà parlé. Le chevalet du bloc-notes contient un stylo qui est automatisé. Donc on envoie via une tablette le dessin qu'on veut écrire et le chevalet le reproduit à distance. Tout le mécanisme se trouve derrière le bloc-notes, donc c'est le bloc-notes lui-même qui cache tout le gimmick. Sauf pour Ant et Dec qui sont derrière, mais vu que ce sont les présentateurs, ils ne vont rien dire. Petite caractéristique intéressante de ce gimmick, même si l'écriture a l'air d'être une vraie écriture à la main, en fait le trait est quand même chelou. Bon là ça se voit peut-être pas très bien, vous verrez peut-être mieux sur la vidéo d'origine, mais en gros le trait est un peu tremblant. Les lignes de l'épaisseur du trait ne sont pas droites. Ça fait un peu des petites vaguelettes comme ça, parce que le stylo qui écrit le texte, il est perpendiculaire à la feuille, et il appuie comme ça et il trace son truc. Et en réalité, quand on écrit quelque chose à la main, jamais on tient un truc perpendiculaire, on est toujours un peu penché. Et c'est ça qui donne un trait normal. Donc si un magicien vous sort un truc avec un trait un peu tremblant comme ça, vous saurez que probablement ça a été fait par une machine. Petite info intéressante, le coup de l'escabeau qui contient une prédiction et qui est amené pour ouvrir une boîte, ça avait déjà été utilisé par Dustin Tavella. Enfin je dis déjà, je sais pas lequel est venu avant l'autre, mais en tout cas les deux ont fait la même chose. Dans le tour de Dustin Tavella, il faisait descendre une des croix du jury pour récupérer une prédiction, et du coup l'escabeau était bien mieux justifié. Dernier tour de cette vidéo, Ryan Tricks va connecter Simon et Howie. D'abord, chacun se voit montrer un jeu de cartes dont toutes sont différentes. Les jeux sont étalés face cachée et chacun choisit une carte au hasard. Boum, c'est la même. Ensuite, la connexion s'approfondit. Howie est bandé, enfin masqué quoi. Et à distance, il ressent ce que Simon ressent. Ensuite, il lève et monte le bras, d'abord suivant Ryan, puis suivant Simon. Enfin, Simon tient dans sa main un cookie
Et Howie, sans le voir ni rien, imagine dans sa main vide qu'il tient un cookie. Cookie. Ce tour est pas mal et il utilise deux gimmicks dont on a déjà parlé, mais dont je trouve qu'il les utilise très bien. Premier effet, premier gimmick, la carte en commun. Regardez ces jeux. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a peu de cartes dans cet étalement? En fait, on dirait qu'il y en a moitié moins que dans un jeu normal. Et pour cause, les cartes sont associées 2 par 2, c'est un jeu invisible. Chaque paire est constituée d'un 5 de trèfle sur lequel est posée une carte random. Et ces paires restent solidaires grâce à un roughing fluid, c'est une sorte de substance en spray qui les rend agrippantes. Lors de l'étalage du début, les cartes ont l'air normales. Quand les cartes sont ensuite choisies alors qu'elles sont face cachée, peu importe la carte choisie, Ryan va juste dissocier la paire et ne prendre que le 5 de trèfle. Pour dissocier deux cartes associées ensemble par du roughing fluid, il faut juste les faire glisser l'une contre l'autre sans appuyer. Si j'appuie, en fait, ça galère et ça marche pas très bien. Ici, par exemple, je donne l'impression d'avoir que 3 cartes, que je peux manipuler sans problème. Et en réalité, j'en ai 6. Pour la partie manipulation avec le bras, c'est la chaise sur laquelle est assis Howie qui est truquée. Il existe plusieurs marques et plusieurs versions de ce gimmick, mais en gros c'est une chaise qui permet, à distance, de déclencher des pressions et des chocs électriques. Ici, le déclenchement est probablement fait par une pédale sous la table. Au début, Ryan appuie sur la main de Howie et lui demande s'il sent cette pression. Cela a pour effet très important de nous faire nous imaginer que toutes les pressions invisibles suivantes seront sur sa main. Sauf que ce n'est pas le cas parce que les pressions suivantes viendront de la chaise et se produisent probablement quelque part dans le bas du dos. Du coup, quand Ryan exerce une pression sur la main de Simon et demande à Howie s'il sent quelque chose, et bien il répond oui, parce qu'il sent effectivement une pression qui vient de la chaise. Et c'est là où ce tour est malin, chacun des deux spectateurs doit interpréter la partie manquante de ce qu'il pense qu'il se passe. Howie sait qu'il y a une pression qui s'exerce sur lui, mais il ne voit rien, donc il ne sait pas que l'endroit de la pression n'est pas le même pour lui et pour Simon. Quant à Simon, il voit juste ce qu'il passe sur lui, mais n'a pas la moindre idée de ce qui se passe au niveau des ressentis de Howie. Ensuite, Ryan donne une instruction simple à Howie. Il lui dit de lever son bras quand la pression se relâche, et de le baisser à nouveau quand la pression revient. Il lui dit en plus à quelle hauteur monter son bras, et à peu près à quelle vitesse également. Avec cette instruction simple, Ryan s'est littéralement créé un bouton pour contrôler le bras de Howie. À partir de là, ça devient un jeu d'enfant de bouger en même temps que lui. Ryan active le bouton et le relâche, donc il sait exactement à quel moment Howie va monter et lever son bras, et du coup il n'a qu'à ajuster son propre bras pour donner cet effet très impressionnant des deux qui bougent en même temps. Et même quand c'est Simon qui contrôle Howie, ça reste tout aussi facile. Ryan doit juste se synchroniser avec Simon pour activer et désactiver la pression de la chaise. Ça aurait pu être casse-couille si Simon avait voulu faire au bas, hyper vite et tout, mais vu que des instructions ont été données sur la vitesse et le type de mouvement, il aurait vraiment fallu que Simon soit un casse-couille pour faire ça. Donc oui, le risque existe, mais c'est très cadré, donc avec des spectateurs lambda, ça devrait pas poser de problème. Reste la partie avec le cookie. Bon, là c'est la partie où je ne sais pas vraiment. Quelqu'un a forcément suggéré le cookie à Howie, mais qui et comment? Je vous propose deux hypothèses cheloues. Soit la boîte à cookies dégage une odeur caractéristique, et du coup Howie est influencé, soit quelqu'un lui souffle le mot cookie discrètement et à distance, à l'aide d'un laser sonore ou d'une oreillette. Pour le coup, je ne sais pas, mais je trouve qu'on a déjà pas mal exploré dans cette vidéo. J'espère que ces tours vous ont plu, ainsi que leurs explications. C'est un petit assortiment de tours qui valent vraiment le coup d'être vus pour diverses raisons, et qui valaient aussi le coup d'être expliqués, je trouve. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires ou à l'aide d'un pouce vers le haut. Vous pouvez vous partager à la chaîne ou abonner la vidéo, ou inversement. Dans la description, il y a des liens vers les pages Facebook et Twitter, vers les pages Utip et Tipeee pour ceux qui voudraient me soutenir, ainsi que vers la chaîne Twitch et vers le serveur Discord. Maintenant, place à une petite animation pour remercier les tipeurs. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Et je n'ai plus qu'à vous dire à plus pour la prochaine vidéo.